Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Nous sommes avec l'ami Kerr qui a vu le film Donjons et Dragons. Ça a été un choc dans tout son corps et du coup il avait voulu, on a déjà une vidéo Donjons et Dragons critique sur la chaîne, mais où il n'y avait que moi qui avait pu le voir parce que Kerr avait été malade. Et que Kerr avait piscine quand il fallait aller voir le film, mais là il avait plus piscine. J'avais pas envie. Et donc du coup il a eu la chance d'aller voir le film. Et donc première partie de la vidéo, il en fait la critique. Et deuxième partie, du coup, quand je dis que ça fait un choc dans tout le corps de Kerr, c'est que maintenant Kerr me dit mais c'est quoi Donjons et Dragons ? Et du coup, je vais lui répondre. Mon cher Kerr, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Oui, mon cher Greg, c'est ça le but de la vidéo, c'est vraiment d'élargir sur Donjons et Dragons, parce que moi, vraiment, je ne connais pas l'univers de Donjons et Dragons, si ce n'est bien évidemment par certains jeux que j'ai pu faire, des Baldur's Gate ou bien évidemment Big Bang Theory. Hein, j'ai vu Volovitz, Léonard, Sheldon et Raj jouer à Donjons et Dragons, notamment avec Karim Abdul-Jabbar. Mais Donjons et Dragons, je ne connais pas. Et toi, tu connais bien, puisque tu fais notamment du jeu de rôle sur Donjons et Dragons. Donc du coup, forcément, on a vraiment l'expert et son jeune padawan qui n'y connaît rien. Voilà, donc mais je suis allé voir Donjons et Dragons pour plusieurs raisons. La première, je vais être très honnête avec vous, j'avais aucune envie de le voir parce que j'avais vu le premier film dans les années 2000 qui était une catastrophe, et puis ensuite voilà, la bande-annonce etc me donnaient absolument pas envie d'aller voir ce truc qui sentait bon le gros nanar. Et il faut bien dire que les différentes critiques qui sont quasiment toutes bonnes, plus l'avis de mon ami Greg, m'a donné envie de le voir, surtout que il m'avait dit au téléphone, Kerr, c'est comme les Gardiens de la Galaxie au niveau humour. Je me suis dit, mais attendez. Voilà. Donc là, littéralement, il est rentré chez lui, il s'est pris une poutre dans la tête, il dit n'importe quoi. Je voulais vérifier. Et déjà, sur ce premier point, mon cher Greg, je tiens à dire que Donjons et Dragons, c'est un peu comme les Gardiens de la Galaxie, au niveau humour. Donc là, je te rejoins totalement. J'ai bien aimé ce film. Il faut être honnête. Ça faisait un moment que j'avais pas eu un blockbuster. Alors, c'est un blockbuster qui est vraiment là pour vous divertir. J'aime pas du tout cette expression, mais je vais l'utiliser où on est censé décrocher son cerveau et le laisser entrer de la salle, ce que je trouve être globalement une insulte vis-à-vis des spectateurs, parce que ça voudrait dire donc on peut pas divertir les gens sans leur proposer quelque chose d'intelligent. Et c'est exactement ce qu'a fait d'ailleurs Apple avec Ghosted, le film avec Ana de Armas et Chris Evans. C'est que vraiment il y a pas un soupçon de neurone dans le film. Là, dans Donjons et Dragons, c'est pas le cas. C'est un film, un vrai gros divertissement, mais qui est malin, qui fonctionne bien. On va dire les 2/3 du film, c'est un peu la même recette. On passe de scènes d'action qui sont vraiment réussies visuellement, une intrigue qui est prenante et des vannes qui fonctionnent très bien. Alors, le modèle de la vanne dans les blockbusters revient et c'est démocratisé plus avec notamment les succès qu'ont eu les Marvel. Donc maintenant, à peu près tous les films du genre te sortent des grosses punchlines et de la vanne à tire-larigot. Mais là, dans Donjons et Dragons, ça fonctionne mieux que d'habitude. Et là où c'est marrant aussi, c'est que il y a des vannes qui sont ultra téléphonées. Tu les vois venir. Les vannes dans le cimetière, mais c'était obvious qu'ils allaient la faire. Ils la font, ça cartonne. Et il y a des vannes que tu vois pas venir et ça marche très bien. Et accessoirement, à côté de juste on en prend plein les yeux et on rigole, les personnages sont bien fignolés. Il y a de très bonnes idées. Je trouve que le personnage de Michelle Rodriguez est très intéressant. Chris Pine, qui, je vais être très honnête avec vous, était un acteur que je détestais. Là, force est de constater que depuis quelques années et quelques projets, notamment l'année dernière, le film qui a couteau dans le titre. Je n'en dirai pas plus. Vous cherchez un film avec Chris Pine et Fandu Newton, avec couteau dedans. Il était très réussi. Chris Pine est un acteur qui monte vraiment dans mon estime. Il y a le fameux mème où il pleure, alors je sais plus si c'est aux Golden Globes ou aux Oscars, où je m'étais moqué de lui sans aucun respect et je m'en excuse. Là, il remonte dans mon estime. Et à côté de ça, le reste du casting est très cool. La Druides, super stylé. Le mage, Jesse Smith de The Get Down,
très bien. La sorcière, Sophina, très bien. Hugh Grant, il fait le taf. Alors, c'est le personnage le plus faible du film, mais il fait le taf. Et le paladin. Mais quel bonheur, le paladin. Il est très drôle. Tout le passage avec le paladin est très réussi. Donc voilà, franchement, je me suis vraiment marré. J'ai vraiment apprécié le film. Il y a que le dernier tiers où on rentre dans une phase du film où ça devient un peu plus sérieux, où il faut conclure l'intrigue, il faut affronter le grand méchant, les combats s'enchaînent, on rigole moins, c'est peut-être un peu plus lourd, mais ça n'en reste pas moins un film qui est un vrai divertissement quali, je trouve, et beaucoup plus quali qu'on ne pouvait s'y attendre, et c'est peut-être aussi une des forces du film, c'est qu'on s'attendait à voir tellement mauvais, que au final, comme il ne l'est pas, peut-être qu'on le voit plus beau qu'il n'est. Alors, je lance une pierre comme ça, peut-être que. Toujours est-il que moi j'ai passé un très chouette moment et là honnêtement, si je regarde par exemple les gros blockbusters qui sont sortis cette année, les Ant-Man, alors je vais les citer, hein, ceux que j'ai pu voir, des gros films divertissement, on va dire, de l'année, parce qu'il y en a un, c'est pas un blockbuster, mais entre ceux que j'ai vus, hein, j'ai pas vu John Wick et j'ai pas vu Scream, mais Shazam, Ant-Man, Creed 3 et je vais rajouter Cocaine Bear, c'est vraiment Donjon Dragon qui est au-dessus, quoi. Si tu me demandes de revoir Donjon Dragon aujourd'hui ou Ant-Man, t'as même pas eu le temps de finir ta question, que j'ai déjà répondu dans Donjon Dragon. Donc, bon, après, Ant-Man est vraiment, vraiment désagréable. Mais Donjon Dragon était une agréable surprise. Le film marche moyen au box-office. Par contre, il a un très bon bouche-à-oreille. Donc, peut-être que, du côté de Paramount, on lancera une suite qui serait méritée. Sur le simple fait que, comme le premier a bonne presse, on peut imaginer que le deuxième... aura son public parce que Donjon Dragon se fera un trou sur les plateformes de streaming, etc. Voilà, mon cher Greg, mon avis sur Donjon et Dragon. Donc ça rejoint globalement ton avis, on est d'accord ? Moi j'avais trouvé que c'était nul, mais... T'es vraiment un troll. Non, t'avais pas du tout trouvé ça nul. Mais non, j'avais trouvé ça très bien. Tu avais résumé mon avis au début du tien. Mais oui. Et le truc, c'est que maintenant que j'ai vu ce film, donc déjà, si vous ne connaissez pas Donjons et Dragons, vous pouvez largement profiter du film, on s'en fiche complètement. De toute façon, vous voyez un petit peu comment fonctionne Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, c'est un univers qui a l'air très pauvre, il faut le dire. Non, je troll bien évidemment, mais globalement vous pouvez tout à fait comprendre le film sans avoir vu Donjon et sans connaître Donjons et Dragons. Mais mon cher Greg, dans ce film, alors déjà, première question, est-ce que le film est vraiment respectueux de l'univers et de la licence Donjons et Dragons ? Alors, par des points oui et des points non. En gros, le truc, c'est que la question, c'est qu'est-ce que Donjons et Dragons et qu'est-ce que Donjons et Dragons aux yeux des gens. Et c'est une réponse qui est par rapport à ce film, qui est une question un petit peu vaste, mais qui du coup va nous amener à répondre à ta question qui, tu pensais, était une question d'introduction, et en fait c'est la question de fond. Déjà, Kerr, est-ce que tu as déjà joué à un jeu de rôle ? Le Uno est-il un jeu de rôle ? Donc, le Uno n'est pas un jeu de rôle, mais ta réponse n'est pas si longue. Non, alors. En fait, un jeu de rôle, c'est une variation d'un jeu de plateau. En fait, on est à moitié sur le jeu de rôle, on est à moitié entre un jeu de plateau, donc il y a des phases de combat où tu as des petits personnages, tu envoies un dé, tu le déplaces de plusieurs cases, etc. Donc comme un jeu de plateau plus classique. Et à côté de ça, tu as aussi la partie vraiment jeu d'acteur, où tu vas incarner un personnage que tu as créé, et dans lequel tu vas penser à un passé, tu vas vivre son présent et écrire du coup avec toutes les autres personnes qui sont à table avec toi, tu vas écrire donc les aventures. Ce qui est intéressant avec le cas du jeu de rôle Donjons et Dragons, donc pour juste donner un petit peu d'historique, c'est un jeu qui a été créé dans les années 70 par Gary Gygax et Dave Arneson, si je ne maltraite pas leur nom. Et en fait, le truc, c'est qu'ils ont vraiment voulu faire quelque chose qui était un jeu, on est dans les années du Seigneur des Anneaux, quoi. On a vraiment la volonté de vivre
une épopée, une aventure à la donjon, à la Seigneur des Anneaux, et en fait créer ce jeu pour tout le monde à table puisse avoir l'impression d'être en train, un peu à la première personne, de participer. Et en fait, le truc, c'est que donc on peut imaginer que et Donjons et Dragons s'est beaucoup développé avec le temps, non seulement par son système, qui a eu donc 5 versions majeures, la 6e est en préparation. Il y a eu des versions entre deux, mais on est donc à l'heure actuelle sur Donjons et Dragons 5. Il y a eu à peu près une version par 10 ans. Et donc c'est les règles. En gros, c'est les règles du jeu. Mais là où Donjons et Dragons a créé tout un lore, c'est pas seulement un jeu qui a gagné en popularité avec le temps, c'est aussi tout simplement parce que c'est toute une histoire, un lore qui a été écrit. C'est-à-dire qu'il y a donc le monde de Faerun, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits. Des livres qui ont marqué beaucoup plus le public américain peut-être que le public français, mais aussi tout le reste. C'est juste qu'aux États-Unis, peut-être le succès était un peu plus important proportionnellement que dans le reste du monde. Et en fait, donc, ces livres qui ont donné tout un univers, enfin moi je parlais avec quelques amis il n'y a pas longtemps, ils me parlaient de la mort de grands personnages de leurs bouquins avec autant d'émotion que toi et moi, peut-être on parle de scènes du Seigneur des Anneaux. Et donc c'est à la fois un jeu et à la fois un univers qui a beaucoup marqué. Et à la même manière que donc dans Marvel, tu as le multivers avec plusieurs univers les uns avec les autres, dans Donjons et Dragons, c'est un peu pareil. Tu as un univers qui est très héroïque fantasy classique, tu as un univers qui est qui est dirigé par des vampires et qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus gothique. Et en fait, si tu veux, tu as plein de personnes qui se sont accrochées à des univers très différents. Donc le monde gothique à la Ravenloft, le monde Heroic Fantasy à la Faerun, et bien d'autres. Et si tu veux, tout ça, tout cette, à la fois ce lore et à la fois ce système de jeu, en fait, à qui ça parle principalement ? Ça parle à tous les gens qui ont envie de rêver un petit peu dans des univers qui leur plaisent, mais ça a aussi beaucoup parlé aux gens qui écrivent et qui créent des histoires. Et donc, c'est pas pour rien que donc à Hollywood, il y a des grandes tables très connues de personnes qui font donc du jeu de rôle tous les vendredis et qui utilisent sans doute certaines de ces mécaniques ou des histoires qu'ils créent comme ça en commun. Ils les utilisent pour écrire des histoires. Et c'est après tout un bon moyen. Dans le jeu vidéo, on parle de playtest. On va tester une mécanique, on va tester un système. Là, Donjons et Dragons, le fait d'imaginer que tu joues un personnage, en joues un autre, et le fait de voir si dans telles conditions ce qu'on fait est proche de ce qu'un scénariste a écrit, c'est une manière en fait de voir si la trame est réaliste, si les personnages feraient ce qu'ils feraient dans le film, dans la série et autres. Donc en gros, le Donjons et Dragons, c'est un jeu de société qui a évolué. C'est un lore, c'est beaucoup d'histoires, de livres, etc. Et petit à petit, c'est devenu plus pour pas mal de gens. C'est devenu des jeux vidéo, avec là, évidemment les sagas Baldur's Gate par exemple, Planescape Tournament, etc., etc. Donc pour beaucoup, il y a beaucoup de gens de notre génération et plus vieux qui ont commencé le jeu vidéo avec en fait des jeux qui étaient dans l'univers de Donjons et Dragons. Et évidemment que tout ça, c'est des choses qui ont été un terreau en fait, qui a beaucoup porté la licence. Et après, il faut pas oublier le côté un peu plus obscur autour de la licence, qui, je pense, est un problème pour le film. C'est qu'aux États-Unis, et par répercussion aussi dans le reste du monde occidental, mais particulièrement aux États-Unis, dans les années 70-80, le jeu, particulièrement les années 80 je crois, le jeu a eu une presse très 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 mauvaise. Il y a eu des grosses campagnes contre le jeu pour dire que en fait ça détournait les gens, la jeunesse américaine, ça les faisait jouer des démons, que c'était des trucs de cultistes, que ça créait des gens fous. Ce qu'on voit dans Stranger Things. Exactement. Et en fait, dans Stranger Things montre cette période où en fait les gens jouaient cachés et n'osaient pas en parler parce que en fait ils pouvaient très vite être taxés de détournement de la pensée des mineurs, etc. Il y avait un film dont j'ai oublié le nom avec Tom Hanks et d'ailleurs l'acteur Forrest Gump. Quoi, pardon? Forrest Gump.
Non, plutôt un des premiers films qu'il a fait, et où il joue un gars qui joue un Donjons et Dragons. C'est vraiment un film qui est vraiment un film qui était complètement fait et produit pour détourner les gens de Donjons et Dragons, et où il joue un jeune qui ne fait plus la différence entre le jeu, la réalité, et qui en vient à vouloir se suicider. Et ce film était montré pour dire aux jeunes Américains, ne jouez pas, c'est dangereux. Et donc en fait, c'est Maze and Monsters. Ouais. Et donc le truc, c'est Maze and Monsters, ouais, Labyrinthe et Monstres. Et le truc, c'est qu'il y a vraiment tout un truc aux États-Unis de si les gens qui jouent sont forcément un peu timbrés, et du coup il a fallu de nombreuses années pour sortir un peu de cela, et notamment les dernières années il y a eu des très gros, enfin la plus grosse chaîne Twitch en revenus, c'est la chaîne de Critical Role, qui est ce qu'on appelle un actual play, c'est-à-dire des gens qui jouent à un jeu de rôle, mais qui se filment pour le diffuser. Et en fait, si tu veux, tout ça, et évidemment Stranger Things, a aidé à le redémocratiser, et c'est aussi pour ça que je pense que le film sort maintenant. Puis après, j'ai envie de dire, il y a eu des films il y a très longtemps, mais qui étaient très mauvais, et il fallait laisser passer le temps, des films avec Jeremy Irons, il fallait laisser le temps pour en revenir. Qui sont donc les séries des séries animées sur Amazon Prime, adaptées du roleplay, du jeu de rôle qui est fait en direct sur Twitch. Et en fait, il y a un truc, et quand t'entends les gens de Critical Role parler, pour eux, donc il y en a certains qui viennent de la scène j'ai plus le mot, mais de la scène d'improvisation, et en fait qui parlent du jeu de rôle comme une forme longue d'improvisation, où tu improvises pendant des années, des semaines, des années, suivant la manière dont on joue, un personnage, un scénario, des histoires. Et c'est un peu la boucle qui est bouclée entre, du coup, le jeu de rôle qui s'inspire de l'univers de Tolkien pour faire de la fantasy, qui devient un truc où en permanence les gens imaginent qu'est-ce que vont faire leurs personnages, comment ils vont vivre, etc., qui devient une série animée et qui va abreuver et ramener des gens sur le jeu de rôle. Parce que déjà, cette longue introduction te donne un peu plus de visibilité sur qu'est-ce que le jeu de rôle, ou tu as des questions? Bah, dans les faits, je suis un faux néophyte de Donjons et Dragons, parce que si j'ai pas fait le jeu de rôle en lui-même, les jeux vidéo, il y a énormément d'aspects de Donjons et Dragons qui sont repris dans les jeux qui font ma vie depuis que je suis gamin, et pas que, il y a aussi des séries, etc. Donc oui, non, mais là moi je suis en terre inconnue, mais le truc, pour revenir au film, c'est que je disais, on n'a pas besoin de connaître Donjons et Dragons pour apprécier le film et le connaître. Par contre, ce qui est évident, c'est qu'il y a des clins d'œil vraiment aux puristes. On est à 10 minutes de film, ça parle déjà de Baldur's Gate. Et il y a d'autres références, je pense. Alors ça, c'est toi qui m'as expliqué, parce que là, pour le coup, je connaissais pas. Mais avec le duel des mains, voilà, et il y a beaucoup d'éléments comme ça dans le film. En fait, le truc, c'est que les puristes peuvent comprendre. Le film est basé sur la Côte des Épées, donc c'est l'univers principal, on va dire, en tout cas le plus connu, et avec Baldur, la ville de Baldur, qui est une vraie ville dans cet univers-là, etc. C'est exactement comme si je te disais, on va parler de la ville du Gondor. Le truc, c'est que donc le film s'inscrit là-dedans. Le film parle de... Souvent, quand tu es dans un jeu de rôle, donc il va y avoir des antagonistes, etc. Donc ça peut être évidemment des dragons, ça peut être des cultistes, donc par exemple le culte du dragon. Et là, par exemple, ils sont cités. Les mages rouges sont des mages qui sont très importants dans l'univers de Donjons et Dragons. Et donc, par exemple, ils utilisent les mages rouges, qui sont des mages qui sont très importants dans l'univers de Donjons et Dragons. Donc, en fait, ils utilisent le lore. Je suis pas le plus connaisseur du lore, donc je peux pas te dire tel et tel point ils ont faux parce que dans le 3e livre, etc., c'était pas vrai. Mais par contre, ils utilisent le lore pour que
à bon escient, puisque ça permet en fait d'avoir évidemment de la matière, et on sent que ce monde y vit parce qu'il a été écrit depuis des décennies, depuis les années 70. Ils utilisent les sorts et le système de gameplay de la partie jeu de plateau, après avec des libertés. Il y a des choses que le joueur ne peut pas faire qu'ils se permettent dans le film. Par exemple, tu vois la scène qui est extrêmement stylée avec la druidesse qui peut changer un nombre infini de fois de forme. Elle devient un faon, un hibou, etc. Tu vois cette scène dont je parle ? Bah oui, bien sûr. Et même à un moment donné, elle prend la forme d'une humaine. Ouais. Et donc cette scène, elle est extrêmement stylée. Elle est très réussie. Et du coup, le truc, c'est que ça, typiquement, le joueur, il peut le faire. Quand tu joues un druide, tu peux le faire. C'est juste que tu as le droit d'en faire que de te transformer en 2 animaux d'affilée. Et puis après, tu dois te reposer avant que ça revienne. Et le truc, c'est que là, la scène, elle est tellement stylée qu'ils se sont dit, on va faire une cavalcade, elle va se transformer un nombre infini de fois. Donc, ils prennent des libertés. Mais ils utilisent vraiment tout l'univers. Ce qu'il faut voir, c'est que les 2 réalisateurs, créateurs du film, sont des joueurs, ont fait jouer une espèce de mini-campagne aux acteurs pour qu'ils voient l'ambiance et tout. Ce qui est assez marrant, c'est que du coup, les acteurs sur le making-of, il y a des moments où ils se font des vannes en disant « Ah mais toi, tu utilises toujours ce sort-là et tout, t'es un planqué ». Il y a un vrai amour de la licence qui se sent parmi les gens qui ont créé le film. Ça, c'est agréable. Juste, je vais rajouter un truc parce que tu disais que tu es un faux néophyte de Donjons et Dragons. En fait, pour vraiment imaginer ce que c'est qu'un jeu de rôle sans le faire, imagine que quand tu jouais à Baldur's Gate, par exemple, à n'importe quel jeu, tu te demandes... Qu'est-ce qui se passe si tu te demandes si ton personnage en fait était vraiment dans un univers cohérent, qu'est-ce qu'il ferait vraiment? Si toi tu étais lui, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu attaquerais telle personne ou tu l'aiderais? Est-ce que tu te permettrais de voler un objet ou tu ne volerais pas pour des raisons morales? Et en fait, ça, c'est la base du jeu de rôle. Il y a des gens qui jouent à Warcraft sur des... parce que je sais que tu avais beaucoup joué à Warcraft. J'ai déjà fait du roleplay sur... Voilà, et il y a des gens qui sont Warcraft, sur des serveurs où ils jouent à World of Warcraft, mais en jouant un personnage, en lui donnant une voix, un truc, etc. Et donc le truc, c'est que il faut vraiment imaginer Donjons et Dragons comme un truc en 3 branches. Il y a la partie vraiment jeu de plateau, il y a la partie vraiment incarner un personnage, et la partie lore, univers, etc. Il y a des gens parfois qui aiment bien les 3, comme il y a des gens parfois qui aiment bien un seul des 3. J'ai fait une partie sur Donjons et Dragons 4 il y a quelques semaines. C'est vraiment la version 4, un jeu de plateau. Il y a beaucoup moins de jeux d'acteurs, etc. C'est vraiment beaucoup plus un jeu de plateau. Et il y a des gens, ça leur va très bien, c'est exactement ça qu'ils veulent et qui kiffent, quoi. Donc c'est une licence qui est assez particulière parce que quand ils sortent un film, ils sortent une série ou quoi que ce soit, il y a toujours les vieux démons qui sortent de ces relents de personnes qui ont été élevées dans l'univers où Donjons et Dragons, c'est le mal. Et ça rentre en conflit avec les plus jeunes générations qui, eux, ont découvert Donjons et Dragons avec Stranger Things où c'est hyper cool. Et après, bon, évidemment, t'as des gens qui ont joué au premier Donjons et Dragons, qui ont 55 piges et qui kiffent leur plus belle vie depuis le début, quoi. Donc au final, est-ce que le film, du coup, est fidèle à Donjons et Dragons? Oui et non. Il est fidèle à l'esprit, et c'est ce que je trouve, moi, le plus important. Quelqu'un qui serait très attaché aux règles dirait que le film ne le respecte peut-être pas. Avant de nous quitter, mon cher Greg, juste, on va revenir ensemble sur un bad buzz qu'il y a eu sur Donjons et Dragons. Dis-nous tout, c'est quelque chose d'assez intéressant en termes de communication et de relation avec la communauté Donjons et Dragons.
Nous t'écoutons. Bah en fait, ce qui s'est passé donc il y a quelques semaines, et ça pouvait pas moins bien tomber pour la promotion du film, c'est que donc Hasbro, qui possède Wizard of the Coast, qui possède donc la licence Donjons et Dragons, s'est mis à dos une grande partie de sa communauté quelques semaines, quelques mois avant la sortie du film. Donc le film qui veut aller chercher les hardcore fans en premier, et ben là les hardcore fans étaient en train de brûler leurs abonnements à Donjons et Dragons. Donc en fait, ce qui s'était passé, c'est que quand on était à peu près à la version 3 du jeu, ils ont dit, ok, on va faire une licence ouverte de Donjons et Dragons, toute une partie du jeu de rôle, on va l'ouvrir, tout le monde peut l'utiliser. Si vous avez envie d'écrire une histoire dans l'univers de Donjons et Dragons, vous pouvez utiliser certains de nos personnages, certaines de nos licences, etc. Il n'y a aucun problème. C'est un carton. Ça marche énormément. Il y a énormément d'histoires, de scénarios, d'objets, de trucs qui sont pensés, créés autour de l'univers de Donjons et Dragons. Et tout se passe bien. Et puis, d'un seul coup, Donjons et Dragons dit en fait, on va faire la version 4. Version 4, accident industriel, colossal. C'est un énorme rejet. Le jeu est, comme je disais tout à l'heure, plus vu par beaucoup de gens comme étant un jeu de plateau qu'un jeu de rôle. Donc le jeu est rejeté. Et là, il y a une nouvelle société qui apparaît, qui est Paizo, qui était une société qui était un sous-traitant de Wizard of the Coast, qui écrivait des scénarios pour eux, qui se sont dit c'est notre opportunité, et ils ont créé un nouveau jeu qui s'appelait Pathfinder, et qui était une espèce de version 3.5 point quelque chose de Donjons et Dragons. Et là, cette société qui sort de nulle part, eh bien, c'est un carton monumental, et en fait, Wizard of the Coast a créé son propre ennemi, ou en tout cas son propre concurrent, en ayant cette licence ouverte. Bon, très bien. Ils font passer la version 4. Oui, Donjons et Dragons passe version 5. C'est un énorme carton. Les gens reviennent. Gros succès, du coup, de vente de bouquins. Et tout le monde est content. Sauf que Wizard of the Coast appartient à Hasbro, qui est en bourse et qui a envie que financièrement ce soit plus rentable. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc là, il y a quelques temps, ils ont dit en fait, on va faire la nouvelle version. Après Donjons et Dragons 5, on va passer à Donjons et Dragons 1 et la version Ultimate. Et on arrête. Il n'y a plus rien qui est libre. Là, maintenant, tout est à nous. Avant, tout ce qui était fait avant, on arrête. La licence libre, c'est fini, c'est foutu, etc. Et là, bordel total. Notamment bordel dans la communauté de personnes qui s'étaient habituées à avoir cet esprit ouvert de jeu où tout le monde pouvait arriver avec des idées, créer lui-même. Les créateurs de contenu, et alors là, je parle autant des maisons d'édition que les youtubeurs, instagrammeurs, enfin quoi que vous vouliez, qui créaient du contenu autour de Donjons et Dragons, avaient souvent parfois leurs revenus complémentaires, donc ils vivaient un petit peu de leur chaîne YouTube ou de leur chaîne Twitch, et surtout ils vendaient des bouquins, ils vendaient des histoires sur Donjons et Dragons, des scénarios que les gens pouvaient vivre. Et donc eux, c'est leur business qui a été attaqué. Donc en fait, il y a eu une panique pour dire, en gros, du soir au lendemain, vous dites que je peux plus bosser, quoi. Vous me mettez à la porte alors que je suis pas votre employé. Panique générale. La communauté, du coup, est en grande partie, c'est toujours difficile à dire. En tout cas, il y a une partie très vocale qui dit qu'ils vont arrêter donc de prendre des abonnements aux services en ligne de Donjons et Dragons. Il y a du coup un boycott de la marque qui est fait, boycott très dur, et les premières réponses sont plutôt molles. Excusez-nous, c'est d'une incompréhension, mais ils veulent rien changer. Et puis au fur et à mesure, le boycott est très très violent. Certains disent qu'il y a il n'y a pas de montant spécifique, mais certains parlent d'une frange non négligeable de leurs revenus qui a été coupée comme ça du soir au lendemain. Le modèle économique de Donjons et Dragons à l'heure actuelle, c'est de vendre des livres, mais également de vendre des abonnements en ligne pour que vous ayez plein d'outils qui sont avec votre abonnement en ligne qui apparaissent. Et du coup, le boycott de ces outils en ligne aurait créé du coup une vraie peur. Puis il y avait le film qui apparaissait juste après. Et du coup, ils sont revenus complètement en arrière. Ils ont dit
excusez-nous, on s'est mal compris. On oublie, c'est une incompréhension. Chat, vraiment, on pense que là, on va mieux se comprendre. On oublie tout. C'est libre pour toujours. Vous inquiétez pas, etc. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est vraiment le travail de la grosse boîte qui veut gagner des sous. Et une grosse boîte, c'est construit une société pour gagner des sous. Et les consommateurs qui disent attendez, on veut vous acheter des produits, mais sous certaines conditions. Et c'est intéressant parce que du coup, ça met toute la problématique de une compagnie qui veut gagner de l'argent, mais de ces consommateurs qui ont ou pas envie de le donner. Et j'ai envie de dire, là, on a vu que c'est arrivé, par exemple, sur la communication autour des anneaux de pouvoir, qui étaient ceux qui n'aiment pas, en fait, c'est des personnes qui n'ont pas compris, qui sont des gens qui n'aiment pas Tolkien, c'est pas des gens qui n'aiment pas le Seigneur qui n'aiment pas les anneaux de pouvoir. Donc, il y a ce côté un peu culpabilisant que certaines boîtes ont en communication. Et là, c'est l'exemple le plus récent que j'ai de fois où les consommateurs ont le plus violemment fait comprendre à une société que la relation de force, c'est que c'était le consommateur qui décidait ce qu'il achetait et pas la société qui décidait ce qu'elle allait mettre en vente, ce que les gens allaient acheter. Et du coup, ils se sont vraiment rabibochés sur le fil du rasoir à quelques semaines avant le début du film. Je sais qu'il y a des gens autour de moi qui n'ont pas voulu aller voir le film au début parce qu'ils étaient toujours dans leur tête dans une logique de boycott. Et c'est sûr que ça n'aide pas le lancement d'une licence qui, comme je disais, une licence sur laquelle il y a un regard à double tranchant assez régulièrement, qui a été présent, quoi. Mais vraiment, ce qui est marrant, c'est que ça a pris tellement d'ampleur qu'il y a même des avocats qui n'avaient aucun rapport avec Donjons et Dragons qui ont fait des plaidoyers, qui ont fait des articles dessus, des vidéos dessus. C'était vraiment ce combat de consommateurs était très intéressant à regarder. Et du coup, j'espère que ça a été... Est-ce que c'était clair, mon cher Kerr ? Bah oui, mon cher Greg, c'était parfait comme toujours. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez vu Donjons et Dragons le film, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Si vous jouez à Donjons et Dragons aussi, sachez qu'il y a le nouveau Baldur's Gate qui arrive cette année, très attendu. On va sauter dessus, Greg et moi. Voilà, moi j'avais beaucoup aimé Dark Alliance, qui se jouait de manière complètement différente. À l'époque, c'était sur PS2, si je ne dis pas de bêtises. J'avais adoré ce jeu. Et les Baldur's Gate, bien sûr, aussi. Donc voilà, il y a plein d'autres jeux qui s'inspirent de l'univers, en tout cas du gameplay, notamment de Baldur's Gate, dispo des références. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ce genre de jeu. Voilà, et on se retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos. Il y a la critique, si vous voulez la regarder, la critique de Donjons et Dragons par l'ami Greg sur la chaîne. Passez à toutes et tous une excellente soirée et je te laisse le mot de la fin, mon cher Greg. Créativité, passion et de s'amuser entre copains, c'est les mots d'ordre sur du coup Donjons et Dragons. Je vous souhaite tout ça dans votre vie. Des bisous à tous et à très vite.